Pratiquer l'UX Research en startup est un challenge de haute volée. Deadline courte, environnement dynamique, décisions drivées par les founders. À chaque problème, ses solutions. Découvrons-les ensemble. Parlons. Envie de prendre de meilleures décisions UX pour vos parcours? User Testing, partenaire de Parlons Design, est le leader mondial du test utilisateur à distance. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter du UX Research, notamment en environnement startup, même si bien évidemment certains des conseils discutés là pourront servir dans d'autres environnements, mais là on va se focus sur cet aspect-là. Alors l'UX Research c'est clairement toujours dur à doser, souvent ça demande de l'advocacy pour que ça puisse avoir son impact et trouver sa place dans les process, parce que c'est quelque chose qui va vite passer à la trappe, dès qu'on a un peu de temps, dès qu'on a un peu de pression, dès qu'on a un peu de quelque chose qui dit faut réduire les coûts, l'UXR c'est souvent la chose sur qui tout le monde va vouloir taper, mais c'est pas forcément la bonne solution. Et en même temps, à l'opposé, en tant que designer, on a toujours envie de faire bien et il y a un petit peu le piège du by the book, où on suit le processus parfait qui, notamment en UX research, va être souvent très time consuming avec un retour sur investissement pas forcément à la hauteur si on essaye de faire trop by the book. Et en startup, on vient souvent se confronter à 3 points, contre l'UXR. Le premier point, c'est forcément la limite, la contrainte de temps. Quand on veut déployer vite, forcément l'UXR en général, ça prend un petit peu de temps. Le second point, c'est l'accès aux utilisateurs qui va souvent être une problématique. Et enfin, bien sûr, quand un produit, il est très, leadé par les fondateurs, leadé par une vision, souvent l'UXR ça va passer à la trappe parce que on considère qu'on sait déjà ce qu'ils veulent, et donc on n'a pas besoin de les écouter. Alors tous ces points-là, sont justes, hein, et le but c'est pas du tout de les dismiss, dans ce podcast-là, mais c'est plutôt de voir, quelles solutions alternatives on a, quels, arguments aussi on peut trouver, et réussir finalement à faire la juste balance entre ces contraintes qui sont normales, qui existent, qui sont présentes et l'apport que peut apporter l'UX Research si on arrive à bien les doser. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va décomposer ces 3 blockers, avec, les solutions associées dans cet épisode. On va commencer avec la partie temps. C'est peut-être celle qui est la plus problématique et qui est vraie en startup, mais pas que. C'est, on n'a pas le temps, désolé, mais on va pas aller rencontrer les clients, désolé, mais on va pas aller tester ça, désolé, mais t'inquiète, on fait ça, ça va aller. Et souvent, ça vient bloquer parce qu'on a tendance à voir l'UX Research comme un process très figé, un process, qu'on doit suivre étape par étape pour que ça fonctionne. Or, dans ces environnements, dès qu'on a un petit peu de contrainte de temps, ça peut pas marcher. Il faut qu'on arrive à se détacher de cette, contrainte-là. Là, l'UX Research, ça permet de répondre à des doutes qu'on a en tant qu'équipe produit, en tant qu'entreprise, grâce à du contact avec les clients, grâce à des interviews, grâce à des discussions, grâce à des tests ou tout type d'autres interactions. Mais, on a la croyance qu'on doit supprimer tous les doutes pour être sûr à 100 de ce qu'on va release. Or, on peut accepter un certain niveau d'incertitude dans une entreprise, dans une équipe produit. Il faut, en tant que designer, qu'on accepte de casser ce truc de besoin de faire absolument comme dans les règles pour être sûr de release quelque chose de parfait. Des fois, on peut être prêt à accepter de l'incertitude, accepter du doute, accepter qu'on teste quelque chose qui n'est pas 100 validé en production parce que, on a des timelines, réduites, parce qu'on préfère aller se confronter directement au produit et livrer quelque chose qui est imparfait et itérer dessus, plutôt que de faire beaucoup du UX research en amont, livrer quelque chose qui devrait être a priori parfait, mais qui aura pris beaucoup plus de temps à être livré. Mais du coup, ce qu'on peut faire pour autant, quand on a un temps, réduit, c'est d'aller tester, d'aller valider les hypothèses les plus dangereuses. Les hypothèses qui pourraient causer le plus de dommages à la fonctionnalité, à l'amélioration que vous êtes en train de déployer. Pour ça, ce qu'il faut, c'est avoir vraiment une hypothèse claire de: «Ce point-là, je ne suis pas sûr que ça corresponde aux attentes utilisateurs, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai problème, je ne suis pas sûr que ce soit bien compris» et cetera et cetera. Préparer un support qui est adapté vraiment à éclaircir cette hypothèse en particulier. On va pas faire un proto complet de toute la solution dans son ensemble, mais juste quelque chose qui permet de répondre à ce doute-là, à ce point-là. Et bien sûr, derrière, aller chercher les personnes adaptées pour donner un feedback. Donc ça peut être de l'interne sur certains points, ça peut être de l'utilisateur final sur d'autres, ça peut être de l'utilisateur buyer sur d'autres points.
Et donc, c'est important de penser toute cette chaîne de valeur précise par rapport aux hypothèses qui ont de la valeur. En fait, on n'a pas besoin de tout tester, même si c'est un petit peu le monde idéal. Notamment quand on a une contrainte de temps, faut identifier là où l'UX Research aura le meilleur impact. Et avoir le meilleur impact, c'est en parmi le temps imparti, comment on va pouvoir dérisquer au maximum ce qui pourrait causer le plus de préjudice si on ne l'avait pas de manière juste. Et ça, vraiment, pour moi, c'est la bonne astuce pour faire du UX research en startup dans un temps très réduit et pour en démontrer la valeur, justement. Parce que plus on va aller sur des processus du UX research avancés, bah, moins on va en tirer de valeur. C'est les principes de 80-20 un petit peu habituels, c'est en faisant 20%, en faisant les 80% faciles, non, les 20% faciles, on va avoir les 80% du résultat. Et ensuite, ça va être des choses qui vont être très coûteuses, mais qui vont apporter de moins en moins de valeur ajoutée. Et donc, en startup, on va toujours avoir besoin d'aller bah, défricher ce qui est le plus risqué et de passer sur le reste. Pour vous donner des cas concrets, hein, quand on va aller sur une feature un petit peu complexe, sur une feature un petit peu différenciante, souvent le concept, l'approche, la vision qu'on va poser sur, ce produit-là va être hyper importante. Pour ça, vous pouvez le tester très rapidement avec un screen pour, chaque concept, un screen qui est approximatif, hein, mais qui donne une idée et à les faire tester soit avec des stakeholders internes pour dire, dans quelle position est-ce qu'on veut placer l'entreprise, ou soit directement avec des clients pour voir, qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Et ça, vu qu'on a que, 3 screens potentiellement à montrer, si on a 3 concepts différents, on peut le faire sur une timeline très, très courte. Si on a des problèmes plutôt sur le wording, pareil, tester la compréhension de wording, ça peut se faire directement en prod avec un A/B test ou sur des calls de 10 minutes avec un utilisateur. Et là, pareil, on a de l'UX Research qui a un gros retour sur investissement. Peu de temps, beaucoup de dérisquage. Pour tester l'intérêt d'une fonctionnalité, pareil, on n'est pas obligé de faire des interviews longues de 45 minutes avec 20 clients. Il y a pas mal de moyens alternatifs. Faire des formulaires asynchrones envoyés par mail, faire de la fake door dans le produit réel, mettre en place toutes ces solutions du UX Research qui sont pas le by the book, mais qui sont des solutions possibles et bien plus cost efficient. Et enfin, si vous voulez faire tester un prototype complet d'une feature, dans une contrainte de temps, j'aimerais vous poser la question: est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a besoin de dérisquer tout l'ensemble du prototype? C'est quoi les gros points sur lesquels on a le plus de risques et qui prendraient moins de temps à être testés, mais qui nous apporteraient beaucoup de valeur? Et donc, dans ces environnements très challenging en termes de temps, c'est souvent les questions qu'il faut se poser. Recentrer l'UX Research sur là où il y a beaucoup de risques pour les minimiser, au lieu de vouloir faire un process d'UX Research complet, presque pour la beauté du geste, en oubliant la valeur qu'on va en retirer derrière. Il faut vraiment placer l'UXR dans ce cadre-là en outil de réduction des risques et du coup, de réduction des coûts. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à en faire un outil mieux adopté dans un environnement startup quand on a la contrainte de temps. Bien évidemment, c'est pas la seule contrainte, on va parler des 2 autres. On va aborder ce second problème très vite, l'accès aux utilisateurs, mais avant de le résoudre, petit break pour parler du partenaire de cet épisode, UX France. Comme tu le sais, je considère que les projets réels hors entreprise, c'est vraiment la meilleure manière d'évoluer en design, et ça tombe à pic parce que c'est exactement ce que propose UX France. Une formation en ligne sur 5 semaines avec des horaires fixes et des profs experts. Les retours que j'ai eus, c'est que c'est une formation bien intense. Bon, ça c'est la base, mais aussi pendant la formation, tu vas travailler sur un projet associatif concret, un vrai projet, en rencontrant des utilisateurs et en créant un vrai prototype. Donc cette formation, ça délivre un diplôme certifié par l'État et éligible CPF, OPCO, France Travail. Et j'ai moi-même été discuter avec des anciens élèves pour y apporter mon tampon. Apparemment, la qualité est présente, tout le monde en est très satisfait. Si ça t'intéresse, il y a seulement 14 places disponibles pour la prochaine session. Le lien est en description. Je t'invite à passer au niveau suivant en rejoignant la formation de mon partenaire, UX France, lien en description. On va ainsi pouvoir passer à la deuxième problématique qu'on retrouve souvent quand on veut faire de l'UX Research en startup, qui est l'accès aux utilisateurs. Et ce que j'ai envie de te dire, ça va faire mal, mais souvent, c'est une mauvaise excuse. Souvent, c'est plus une peur d'accéder aux utilisateurs, des freins psychologiques
aucune réelle difficulté d'y accéder. Mais il faut oser, il faut être innovant dans la façon d'aller contacter ces utilisateurs. En fonction de votre cas, plein de possibilités s'offrent à vous, mais qui sont uniques. Il n'y a jamais, encore une fois, de by the book qui va marcher pour tout le monde. Non. En fonction de votre entreprise, en fonction de votre secteur, en fonction des contacts existants avec les clients, en fonction des moyens de communication, ça va être différent. Si vous faites du B2C, donc des applications grand public, dans beaucoup d'entreprises, c'est possible tout simplement de faire des appels à froid, où on va décrocher son téléphone et appeler des clients qui ont préalablement autorisé notamment les appels marketing pour être réglo avec la loi et pour aller récupérer du feedback à chaud sur des nouvelles fonctionnalités, sur des retours d'expérience, etc., etc. Mais c'est aussi tout à fait possible sur des applications en grand public également, de juste sortir dans la rue, de se rendre sur une place publique ou dans un café pour aller faire tester des prototypes. En faisant bien évidemment attention à la cible. Si vous vous adressez plutôt à un public âgé, vous allez trouver ce genre de personnes-là. Si vous vous adressez plutôt à un public jeune ou un public proche de la technologie ou loin de la technologie, de s'adapter à ça. Mais en tout cas, sur des applications grand public, souvent on va pouvoir avoir du contact avec des gens qui font potentiellement partie de notre cible relativement facilement. Sur du B2B, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que souvent on a un contact moins direct avec les clients et surtout une base de clients un petit peu plus réduite. Mais souvent, parmi vos clients existants, il y a la possibilité de les contacter avec un email souvent comme premier point de contact. Bien évidemment, vous allez voir, il y a des astuces pour optimiser le taux de réponse, mais c'est possible. Et notamment, si dans votre entreprise, c'est souvent le cas en B2B, les clients ont un point de contact connu au sein de votre entreprise, une sorte de Customer Success Manager ou autre. En étant accompagné de ce Customer Success Manager, je voulais pouvoir facilement augmenter vos chances de réponse. Et enfin, quelque chose qui peut marcher pour tout le monde, c'est tout ce qui est pop-up, message in-app d'invitation à des tests, d'invitation à des formulaires. Si vous avez une base d'utilisateurs existante suffisamment grande, vous allez facilement pouvoir récupérer des dizaines, voire des centaines de retours utilisateurs de manière très rapide. Voilà, là c'est quelques idées en vrac, mais globalement, il ne faut pas hésiter juste à attribuer du temps, à se faire un petit peu de mal parce que faire des appels à froid, envoyer des mails, c'est rarement quelque chose qu'on apprécie, mais pourtant c'est quelque chose de très efficace. Et il faut essayer d'aller dans du personnel. Tout ce qui est demande de masse, ça va très mal marcher, mais envoyer un mail individuel à une personne en parlant un petit peu de son contexte et en lui demandant ses retours, ça va souvent amener à des bons taux de conversion. Pour autant, recruter des clients, voilà, c'est un process comme un autre et c'est un process à optimiser, un process à designer, j'ai envie de dire. Pour avoir des bons retours là-dessus, il faut toujours bien sûr choisir la bonne cible. Donc, si vous voulez faire tester ou discuter d'une fonctionnalité, allez chercher un public qui correspond à cette fonctionnalité, qui est en attente potentiellement de cette fonctionnalité ou qui rencontre des problématiques autour de ça. Dans votre mail ou dans votre appel, proposez la bonne promesse. Vous n'êtes pas sur un message orienté sur vous, vos besoins. Bonjour, j'ai besoin de retour sur telle ou telle chose. Non, ça va mal convertir. Pensez-le comme une interface. Il va falloir orienter le message sur les avantages du client et sur le fait d'attiser sa curiosité. Donc, on sait que vous êtes intéressé par ça. On est en train de travailler sur le sujet et vos feedbacks sont importants pour faire évoluer le produit d'une manière qui vous convienne, etc., etc. Enfin voilà, orienter forcément la promesse de manière solide. Bien sûr, toujours important de mettre de la réassurance dans votre mail ou dans votre appel sur le fait de qui vous êtes, potentiellement un lien vers votre profil LinkedIn ou ces choses-là qui peuvent rassurer sur le fait que vous faites bien partie de l'entreprise. Et bien sûr, mais encore une fois, comme dans une interface, proposer une simplicité de réponse pour le client. Si vous lui proposez un rendez-vous, mais juste en le laissant libre de vous proposer ce qu'il veut, ça va être compliqué. Donc autant avoir un call to action clair du type merci de m'indiquer vos disponibilités d'ici la fin de la semaine ou de réserver un rendez-vous directement sur mon calendrier en laissant un lien. C'est une fonctionnalité qui marche très très bien. Moi, je sais que j'ose pas trop juste déposer un lien de réservation. Donc, en général, j'ai la formulation que je viens de vous citer de vous pouvez me proposer vos disponibilités d'ici la fin de la semaine ou choisir un créneau dans mon calendrier avec le lien ensuite. Et 95% des utilisateurs que je contacte par ce biais viennent directement sélectionner un créneau dans mon calendrier. Et en fait, on leur a juste proposé une solution simple qui, au lieu de faire 15 allers-retours de mail, leur aura fait un clic et ça convertit en général beaucoup mieux.
Une dernière astuce peut être la récompense monétaire, tout ce qui est carte cadeau Amazon ou autre. De mon point de vue, ça a été rarement, nécessaire, et surtout qu'en général, ça rajoute beaucoup de travail de votre côté parce que ça va être négocier avec votre entreprise le fait de pouvoir le faire, gérer tout un processus de procurement pour aller, récupérer ces cartes cadeaux, les attribuer aux utilisateurs qui ont fait vos tests et autres. Donc bien évidemment, ça peut être une solution, mais par contre, je vous déconseille, de vous cacher, on va dire, derrière ça. Des fois, mieux vaut investir sur son temps, sur contacter plus de clients, mieux travailler son message, plutôt que d'aller débattre en interne pendant des heures et des heures pour récupérer des cartes cadeaux de 20 € qui, en plus, vont souvent pas attirer le bon public parce que c'est des gens qui vont revenir non pas par intérêt, mais par intérêt financier. Donc voilà, comme tout, travaillez votre message, itérez dessus, faites des tests et vous allez voir que, en se motivant un petit peu là-dessus, et en allant trouver les bons canaux adaptés à son contexte, à son entreprise, souvent on va pouvoir accéder aux utilisateurs. Pour autant, il y a quelques bloqueurs qui peuvent apparaître autour de ça. Le point de la peur d'abîmer la relation, c'est quelque chose qui peut revenir au sein des entreprises. La réalité, c'est qu'une majorité des clients vont être heureux de rencontrer les équipes produits, notamment si on vient comprendre leurs problématiques, c'est leur proposer des solutions, des améliorations à quelque chose qu'ils connaissent déjà. Pour avoir fait des dizaines et des dizaines d'appels clients, j'ai rarement eu des clients qui ont été mécontents après un appel avec une équipe produit. En général, au contraire, ils se sentent plutôt cajolés et donc c'est quelque chose même qui peut améliorer la relation client globale. Le deuxième bloqueur, c'est, des équipes pour prendre contact avec les clients veulent passer par les outils d'email marketing classiques parce que c'est le process, parce que voilà. Moi, c'est quelque chose que je déconseille grandement. Déjà parce que ça rajoute encore une fois de la lourdeur au process. Ça va retarder la mise en place de votre UX research, peut-être jusqu'à ce que ce soit trop tard et en plus, ça convertit moins bien, qu'un mail qui sera écrit manuellement, qui sera plus simple, qui ressortira mieux dans l'inbox de votre utilisateur final. Donc, mieux vaut envoyer 20 mails à la main plutôt que passer 5 heures à discuter avec le marketing pour pouvoir envoyer un mail qui aura un moins beau taux de conversion que vos mails manuels. Donc ne rentrez pas dans cette surprocessisation qui rend l'UXR plus compliqué. Et enfin, le dernier point que je vous déconseille de faire, ou en tout cas pas trop tôt, c'est tout ce qui est mise en place de processus, complexes, on va dire, autour de l'UX Research. Ce qui est, user club, donc on va recruter des utilisateurs en amont. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'entretien, qui va souvent manquer de pertinence au moment où vous avez besoin d'un utilisateur en particulier. Donc commencez simplement, commencez ciblé avec un message clair, une promesse claire, un targeting, de vos clients, et c'est comme ça que vous aurez des réponses rapides, pertinentes, sans en faire un process du quotidien qui va vous surcharger. Enfin, le troisième point qu'on retrouve beaucoup en startup, c'est j'arrive pas à mettre en place l'UX Research parce que les décisions sont souvent basées sur la vision des fondateurs. Donc et ça, c'est quelque chose qui est normal, qui arrive et avec lesquels on doit travailler. Et l'UX Research doit venir en soutien justement de cette vision de l'entreprise. Pour autant, ça c'est une problématique qu'on peut venir gérer que si les 2 premières problématiques ont été gérées. Si on sait pas faire l'UX research dans un temps, court et si on sait pas accéder aux utilisateurs facilement, ça va être très difficile de montrer à une équipe dirigeante qui est beaucoup basée sur, l'intuition, le fait que l'UX research peut apporter de la valeur. Parce que, très rapidement, ça va apparaître comme quelque chose de coûteux en termes de temps, peu rentable, peu efficace, en termes de résultats. Or, c'est justement l'un des arguments premiers contre l'UX research. Pour autant, il y a des façons de démontrer que l'UX research peut apporter de la valeur. Forcément, les choses par lesquelles on va commencer dans ces contextes-là, c'est essayer, de dérisquer de manière rapide des projets à fort enjeu. Donc ça doit passer par des méthodes du X-Research extrêmement efficaces. Ça peut être, parce qu'on a discuté en début d'épisode, mais ces tests de concepts, mettre en parallèle 3 concepts différents pour une feature et aller le faire tester avec 5 clients, ça va souvent pouvoir permettre de détecter un concept qui paraissait peut-être très bon, mais en fait qui parle pas du tout à nos clients. Et donc là, en peut-être 1 heure de temps, on aura dérisqué un potentiel projet énorme qui aurait tapé à côté de la plaque
Là, on vient montrer un potentiel de dérisquage et aller aussi dérisquer des choses qui ont de l'impact financier. Donc tout ce qui est A/B testing de paywall, tout ce qui est testing juste des arguments que vous allez mettre sur un paywall, c'est quelque chose qui souvent va avoir un impact fort sur les décisions dans une startup et qui peut également se dérisquer dans des tests très courts où on va avoir un haut ROI finalement sur l'X-Research. Le second point qui va avec, hors de la sélection même de où est-ce qu'on va appliquer de l'UX Research pour commencer dans ces environnements-là, c'est comment on va l'acter avec des preuves tangibles. Pour moi, il y a 2 aspects importants là-dessus. L'enregistrement des appels avec les clients. Vous pouvez bien sûr ressortir que tel client, tel argument, ça lui a beaucoup parlé ou au contraire, il n'a pas du tout accroché sur tel point ou tel autre. S'il y a pas d'enregistrement, c'est un peu votre parole, issue d'une interprétation qui peut être aussi tout à fait biaisée. Si vous avez un enregistrement, c'est quelque chose qui peut être ressorti dans des présentations, qui peut être repartagé en interne et qui peut avoir un impact plus net parce que tout le monde aura vu la même chose. Donc l'enregistrement a de la valeur pour ces cas-là. Le deuxième point, c'est la suite de données quantitatives pour prouver l'impact des features qui ont été release et qui ont impliqué de l'UXR. C'est peut-être ces éléments-là qui vont pouvoir vous permettre de prouver par de la donnée que l'UX Research vous a permis de sortir des fonctionnalités qui ont bien marché et du coup de démontrer la valeur de l'UX Research. Finalement, dans ce contexte-là, et dans un contexte startup en général, je vous recommande surtout de ne pas surinvestir sur de l'UX Research by the book, l'UX Research comme à l'école, parce que c'est un process qui est quand même souvent un peu trop inefficient, un peu trop coûteux en temps, pour un risquage de haute volée en effet, mais un dérisquage qui est souvent trop important par rapport au niveau de risque qui est prêt à accepter une entreprise. Donc, cherchez plutôt à faire du dérisquage sur les points qui sont réellement à risque, sur les points qui peuvent réellement casser et favoriser l'itération sur tout ce qui est petites améliorations, petits détails du X parce que ça correspond plus à la mentalité de ce type d'entreprise-là. Voilà, moi c'est un retour que je vous partage après avoir travaillé notamment chez Lydia, chez Payfit, chez Abtesty, qui sont maintenant des startups grosses startups disons, mais qui ont gardé cette mentalité-là. Et voilà, c'est des conseils que j'ai appliqués, que j'ai dessinés à la sortie de ces expériences et qui, à mon sens, ne peuvent nous amener que dans la bonne direction. Clairement, l'UX Research en startup, c'est possible, voire c'est nécessaire, mais ça doit être ultra efficient. On doit tirer un bon retour sur investissement de l'UX Research. En startup, on accepte un plus haut niveau de risque, donc on a besoin de un petit peu moins de UX Research en amont. Pour autant, c'est à nous de trouver le juste équilibre. Alors clairement, là-dessus, votre avis m'intéresse. C'est sûr qu'on ne sera pas tous d'accord. Et c'est aussi tout le but de ces épisodes de podcast. Je vous partage un point de vue, un retour d'expérience, une vision sur la chose. Mais à vous de vous faire votre propre avis. Je serai hyper preneur, soit en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube, soit en DM LinkedIn. C'est toujours un plaisir de faire votre rencontre et de débattre avec vous sur ces sujets. Si le podcast vous a plu, vous pouvez également le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou autre plateforme. Un petit 5 étoiles et un commentaire. C'est toujours un plaisir, ça motive à créer d'autres épisodes pour discuter de plein de sujets comme ça avec vous. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura fait réfléchir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Design.